Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire consacré aux européennes, aux élections européennes de 2024, à maintenant moins de 3 semaines du scrutin, qui aura lieu en France le 9 juin. Nous avons le plaisir de recevoir Marie Toussaint aujourd'hui, qui est la tête de liste des écologistes aux élections européennes. Elle achève donc 5 années de mandat de députée européenne comme vice-présidente du groupe des Verts au Parlement de Strasbourg. Les plus anciens d'entre nous la connaissent comme ayant été aussi la fondatrice et la présidente de Notre Affaire à tous, qui est à l'origine de l'affaire du siècle, qui a valu la condamnation de l'État français pour laxisme climatique. C'était une initiative qui était à l'origine aussi portée par une pétition qui, de mémoire, avait été signée par 2 millions de citoyens. Ça doit être probablement le record ou l'un des records pour la signature de pétitions en France. Je vous propose de séquencer cette réunion en deux parties. La première, c'est peut-être un retour sur le programme, enfin sur le programme, sur la mandature qui s'achève, voir en tout cas pour les parties environnementales, quelles ont été les réussites, les échecs et les attentes qui perdurent, et puis nous plonger dans le programme des écologistes, qui est un programme tout à fait conséquent, puisqu'il pèse presque 200 pages. Et contrairement à celui d'autres partis, il est gravé dans le marbre et il n'évolue pas tous les jours. Marie Toussaint, merci de nous avoir rejoints et de nous consacrer du temps que j'imagine fort rare dans cette période de campagne électorale. Quels sont finalement pour vous les grands moments de la mandature qui s'achève, et avec peut-être un point sur les réussites, parce que finalement, quand on parle d'Europe en France, on parle surtout des échecs, et voir un petit peu le travail qu'il reste à accomplir, selon vous, bien sûr. Oui, du coup, comme j'ai 3 points, je vais pouvoir parler à la fois des réussites et des échecs. D'abord, un grand merci de votre invitation. Je voulais vous dire un petit mot avant de commencer, mais je suis ravie d'être là avec vous ce matin, et ceci, a fortiori, dans un contexte où, malheureusement, on voit une recrudescence à la fois des fake news, des atteintes au travail des journalistes environnementaux qui explosent aussi, hein, ça a été documenté notamment par l'UNESCO, mais on voit aussi en France voilà, une façon qu'ont les grands médias, notamment ceux d'Empire Bolloré, mais pas que malheureusement, détourner le regard sur les questions environnementales. Donc je veux vous dire aussi tout mon soutien et tous mes remerciements pour le travail absolument crucial que vous menez. Et voilà, je suis aussi preneuse, dans le cadre de cet échange, des suggestions que vous pourriez avoir pour protéger le journalisme sur les questions environnementales et faire reculer aussi les fausses informations qui font malheureusement florès, notamment sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, pas uniquement. Alors, le retour sur ce pacte vert, le premier moment, c'est la mise en place de ce pacte vert, qui a quand même été un véritable succès. On s'y attendait pas. Mais c'est quand même lié à une mobilisation citoyenne immense, hein, en 2018-2019, partout en Europe, et d'ailleurs à travers le monde aussi, avec les marches pour le climat. Je suis assez fière d'ailleurs que ça ait commencé en France, avec une manifestation que j'avais moi-même déposée personnellement le 8 septembre 2018 à la suite du départ de Nicolas Hulot du gouvernement. Effectivement, l'affaire du siècle, c'était 2,3 millions, Valérie, et c'est la pétition la plus signée de France et d'Europe. Voilà, donc Autant pour moi. mais l'affaire du siècle est évidemment un vote vert lors des élections européennes, avec le plus gros groupe écologiste au Parlement européen. Et dans ce contexte-là, eh bien, je sais que les socialistes disent que c'est grâce à eux, mais c'est une femme de la CDU allemande, von der Leyen, qui a décidé de faire de ce pacte vert, qu'on a donc arraché, hein, grâce à cette immense pression à la fois citoyenne et électorale, qui a décidé de faire de ce pacte vert le programme de la mandature. Donc ça, déjà, c'est un moment en soi. C'est le lancement dans cette nouvelle aventure de l'Union européenne. Et pendant des années, il n'y avait pas eu de vrai projet politique européen. Finalement, l'Union européenne avait cédé au marché, que ce soit sous Juncker ou sous Barroso. La question, c'était comment on fait un petit peu face aux crises financières et économiques, mais sinon, le gros, c'était de laisser l'Union européenne sans objectif politique défini, autre que s'adapter à une économie mondialisée.
Et donc, voilà, il a fallu cette immense pression citoyenne et électorale pour que cette femme de la CDU fasse du Pacte vert un projet politique pour l'Europe. Elle en avait bien besoin et c'est une véritable victoire. Comme deuxième moment, je dirais quand même le milieu de la mandature. Le milieu de la mandature où ce programme commence à se concrétiser, où on commence à obtenir des victoires, des avancées. Il y a eu la loi climat sur laquelle nous nous sommes abstenus parce qu'elle n'allait pas assez loin, mais il y a eu quand même un rehaussement des objectifs environnementaux de l'Union sur la partie climatique. Il y a eu les lois sur la gouvernance des entreprises et le début des victoires sur le devoir de vigilance, même si ça s'est affaibli un petit peu par la suite. Il y a eu cette décision de sortir des voitures thermiques, le texte sur la déforestation sur laquelle je me suis personnellement battue, et puis évidemment, victoire de toutes les victoires pour moi, même si ça s'est concrétisé, ça a été publié au journal officiel seulement en ce début d'année 2024, mais la révision de la directive portant sur la protection de l'environnement par le droit pénal, qui n'était pas prévue au départ par le Pacte vert, que j'ai arraché en début de mandature, et qui a permis d'inscrire dans le droit européen tant les crimes contre l'environnement que les plus graves d'entre eux, donc les écocides. Donc on a eu un moment de vraie avancée pour le climat, un peu moins pour la nature et la biodiversité, mais il y a quand même eu quelques avancées qui sont absolument notables. Et puis sur cette fin de mandature, c'est devenu plus compliqué. Et on fait face à un véritable retournement. Au départ, on a pensé qu'il s'agirait d'un moratoire sur le pacte vert. C'est ce qu'a demandé il y a un peu plus d'un an le Parti populaire européen, suivi, si vous vous en souvenez, 3 jours après, par l'appel à la pause réglementaire environnementale d'Emmanuel Macron. L'extrême droite, qui se sentait un peu en désuétude, a surenchéri en demandant l'abrogation du Green Deal, du pacte vert, donc de toutes les législations environnementales qui avaient été adoptées depuis le début de la mandature. Et puis, in fine, une majorité politique au niveau européen, les conservateurs, les libéraux et les socialistes qui cèdent à cette pression des droites et de l'extrême droite et qui ne bloquent pas seulement les derniers textes du pacte vert qui auraient dû être adoptés, que ce soit sur la réduction des pesticides, sur les systèmes alimentaires durables et tout ce qui a trait finalement à la biodiversité et à notre alimentation, mais se mettent même à ouvrir la porte à de grands reculs environnementaux. Je pense évidemment aux méga-camions, je pense au pacte d'austérité qui entravera toute capacité d'investissement dans l'avenir. Je pense à ce qui est en train de se passer, même si ce n'est pas finalisé, sur l'introduction d'OGM, de ces fameux nouveaux OGM sur le territoire européen, sans traçabilité ni possibilité pour les États d'opt-out. Et puis, un certain nombre de législations qui ont été portées pas mal par Bruno Le Maire en France et par Thierry Breton au niveau européen, au prétexte d'accélérer la transition énergétique en commençant par les textes relatifs aux renouvelables, mais qui ont finalement été étendus à tout, y compris à la question minière, qui portent atteinte à la démocratie environnementale. C'est un retour en arrière, je ne sais pas de combien de temps exactement, mais de 10 à 15 ans sur les études d'impact environnementale sur des projets industriels, sur la démocratie environnementale dans le sens aussi de la consultation des populations, du droit au recours contre des projets qui pourraient être nocifs. Et ce qu'on voit évidemment aussi en France, en particulier dans le cas de l'examen de la loi sur l'orientation agricole, avec des reculs tant sur les pesticides que sur l'eau, que sur l'élevage, que sur le bio, que sur les légumineuses, malgré les appels répétés des scientifiques, tant de la biodiversité que du Haut Conseil pour le climat. C'est la même dynamique qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui au niveau européen. Et donc le risque pour les élections du 9 juin prochain, il est double, en fait. C'est que cette coalition du statu quo revienne aux responsabilités avec une énorme pression pour continuer à détricoter les législations de protection de l'environnement. Ça veut dire pas d'avancée sur la biodiversité, pas d'avancée sur l'alimentation, alors que la PAC va être la première réforme qui va être étudiée par le Parlement européen dans les mois qui viennent et dans le début de la prochaine mandature, mais potentiellement aussi de nouveaux reculs sur les législations de protection de l'environnement. L'autre risque, évidemment, c'est que l'extrême droite, les extrêmes droites, gagnent tellement de pouvoir, de responsabilité au sein du Parlement européen qu'elles poussent à la formation d'une coalition les intégrant. Alors peut-être pas toutes, les discussions sont en cours, et là, ce serait vraiment l'heure de la grande régression sociale, démocratique, environnementale et la mise en danger du projet européen lui-même sur fond de climato-scepticisme avec un déni des réalités scientifiques. Et donc,
la seule manière d'empêcher tant la coalition du statu quo de continuer ce qu'ils ont fait ces derniers mois, détricoter les législations environnementales, que d'empêcher cette coalition avec les extrêmes droites que nous appelons le pacte brun, c'est d'avoir un grand groupe, le plus grand groupe possible, écologiste au Parlement européen dans la prochaine mandature. C'est la seule manière de faire en sorte que l'Europe ne soit pas gouvernable si elle n'engage pas la bifurcation écologique dans la justice sociale. Donc c'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui. C'est un enjeu qui n'est pas seulement un enjeu politique pour nos partis, c'est un enjeu qui est littéralement vital parce que c'est évidemment au niveau de l'Union européenne que l'on peut se mettre en capacité de protéger le climat, la biodiversité, de répondre à ces défis planétaires-là, a fortiori dans une économie mondialisée. Comment expliquez-vous un tel retournement, les engrenages que vous avez décrits finalement, un début de ralentissement, puis une remise en cause à peu près totale de ce qui a été construit ces 5 dernières années? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a des cycles dans les législations de protection de l'environnement. On a à un moment une volonté politique qui s'affirme pour faire face au lobby. Face à la pression citoyenne dont je parlais tout à l'heure et à la volonté politique avec ce pacte vert, on a été dans un moment où les lobbies se sont rétractés. Les lobbies des pollueurs, j'entends, hein, évidemment. On a vu, par exemple, et le retournement est venu des États-Unis, mais on a vu par exemple BlackRock qui avait pris quelques engagements pour le climat revenir sur ses engagements, Total Échelle qui avait pris quelques engagements pour le climat revenir sur ses engagements. Alors du côté de l'agroalimentaire, il n'y avait pas tellement eu d'engagements sur lesquels revenir, mais on a eu une forme d'engagement pour le climat qui était lié aussi à une volonté de passer aux yeux du public, enfin de garder un attachement aux yeux du public qui exprimait une forte aspiration pour les questions environnementales et climatiques. Et puis il y a eu ensuite une réorganisation de ces pollueurs qui finalement veulent tout faire pour maintenir leur modèle économique et pour continuer à tirer du profit de ce modèle économique-là. Et celui qui incarne le mieux ce retournement, c'est évidemment Patrick Pouyanné avec Total, qui était la semaine dernière encore avec ses amis du Qatar, en train de dire qu'il fallait continuer à extraire, à sortir du gaz naturel liquéfié, qu'il y en aurait encore pour des décennies, que finalement c'était de la faute de la population et qu'il fallait bien répondre à cette demande qu'on ne saurait contraindre. Ça, c'est des cycles qu'on a vus dans l'histoire, ces moments où le politique reprend le dessus sur ces puissances économiques, le temps pour ces puissances économiques de se réorganiser et de retrouver une manière d'avancer. Ça a été concomitant avec des crises qui ont quelque part remis en question, ou en tout cas au défi, la coalition politique européenne. Ça a été évidemment la crise sanitaire, puis la guerre en Ukraine qui, en venant creuser la pauvreté au sein de l'Union européenne, en venant mettre en difficulté un certain nombre d'entreprises, qu'elles soient grandes ou des plus petites, ou le tissu de TPE, PME européens, ont poussé cette coalition à se demander mais comment est-ce qu'on fait pour répondre à ce défi économique. Bon, ils ne se sont pas vraiment posé la question de comment répondre au défi social, mais en tout cas à ce défi économique-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois, dans l'histoire, quand il y a des crises, eh bien, les partis qui sont au pouvoir et qui s'étaient engagés au moment où ça allait bien pour l'environnement, pour le climat, eh bien, reviennent en arrière. Et finalement, on voit bien qu'ils sont tellement attachés au modèle économique en vigueur, au modèle économique dominant qui détruit, que ce qu'ils préfèrent laisser tomber du camion, c'est toutes les législations de protection de l'environnement. Donc c'est très clair dans le cas de la mobilisation des agriculteurs et des agricultrices. Plutôt que de se dire, on va changer la PAC, on va sortir des accords de libre-échange, on va contenir les marges de l'agroalimentaire, on va changer le modèle économique pour permettre aux paysannes et aux paysans de vivre dignement de leur travail, de tout cela, il n'est pas question. Par contre, on laisse tomber toutes les législations de protection de l'environnement, tant au niveau européen qu'au niveau français, alors même que les agriculteurs et les agricultrices sont parmi les premières victimes, à la fois de l'utilisation des pesticides, des engrais, mais aussi du dérèglement climatique. Alors, Sandy Dauphin, Sandy, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Pardon, mais j'arrive pas, je suis désolée, vous m'entendez là? C'est atroce.
J'essaye de le couper depuis tout à l'heure, je suis désolée. Non, Attendez, sinon, je suis désolée. Hein. il faut Pourtant, ça tuer m'a. tous ceux qui sont Pourtant, autour de vous. non, je suis désolée, mais pourtant, ça m'indique que mon micro est éteint. C'est pour ça que je comprends pas, en fait, ce qui se passe. La réponse est non. Oui, donc je le bloque, je le bloque. Voilà, c'est bon. Super. Alors, Et puis est-ce la que... dernière chose, non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Ah ok, super. Non, la dernière chose, je dirais quand même, c'est cette explosion de la pauvreté qui est liée à des politiques supposément de protection de l'environnement qui ont été mises en place et qui font finalement reposer sur la population et en particulier les plus modestes, les efforts à réaliser pour protéger l'environnement, quand de l'autre côté, on laisse Total, Bayer Monsanto, malgré le traficage des études scientifiques, malgré l'espionnage de parlementaires, et puis d'autres lobbies tranquilles. Je pense à Nestlé, par exemple, voilà, qui met du désinfectant dans l'eau et c'est pas grave, c'est couvert par le gouvernement, etc. Donc on a cette espèce d'écart entre des efforts écologiques qui sont demandés à la population, en particulier aux plus modestes, avec devant nous des taxes qui vont toucher des dépenses contraintes, hein, le logement et le transport en particulier, et de l'autre côté un laisser-faire face aux plus grands pollueurs. Et donc ça crée évidemment de la tension dans la population et on a eu à faire face à une propagande extrêmement forte et mensongère hein, de la part des droites et de l'extrême droite, reprenant les termes de Ségolène Royal d'ailleurs, d'écologie punitive, Gabriel Attal qui va même vers l'écologie de la brutalité pour désigner une politique qui est en fait la leur et non pas celle des écologistes. Et donc ça, c'est sûr que ça rend plus complexe le fait de dire qu'en fait on peut, et d'ailleurs on doit, agir à la fois pour l'écologie, pour la justice et pour une économie qui va bien, parce que notre enjeu, c'est vraiment de transformer, de passer de cette économie qui détruit aujourd'hui, et qui est d'ailleurs largement alimentée par des subventions publiques, des exonérations fiscales de tout genre, à une économie qui répare la santé et les écosystèmes. Et c'est vraiment ça, notre défi, c'est de trouver des modèles économiques qui permettent de réparer effectivement la planète. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part des partisans du pacte vert, et ils sont nombreux, une incapacité, on va dire, à faire comprendre aux citoyens européens que le pacte vert, c'est aussi une source de progrès social, de progrès environnemental, de production de richesses qui seraient redistribuées, je pense au Fonds social pour le climat, par exemple. Ce message, il a du mal à passer, il a du mal à convaincre. Oui, bah c'est ce que je viens de dire, hein, c'est on fait face à une immense propagande. Et il vous aura pas échappé que ceux qui tirent des profits de la destruction de la planète ont plus d'argent que celles et ceux qui essayent de la protéger. Et donc, c'est évidemment extrêmement difficile. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans la dynamique actuelle, c'est que finalement, on commence à voir plusieurs groupes se former. On a d'un côté ceux que j'ai cités, hein, Total, Bayer, Monsanto, on pourrait en citer d'autres, Syngenta, etc., etc. Et de l'autre, des boîtes, parfois des grandes boîtes, qui appellent à agir pour le climat. Et par exemple, la semaine dernière, on a 4 grands groupes français, Engie, Saint-Gobain, AXA, et j'ai oublié le dernier, et vous ne m'en tiendrez pas rigueur, qui alertent sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'abandon de tous les objectifs de transition énergétique, tant en France qu'au niveau européen, et qui appellent à ce qu'un cap clair soit fixé à l'industrie et à ce qu'on arrête de demander aux gens d'imposer de la contrainte aux gens alors qu'on n'est pas en train de fixer un cap de transformation industrielle. Donc c'est vraiment ça qu'il faut essayer de faire comprendre et ce à quoi j'essaye de m'atteler pendant cette campagne. Alors justement, parlons maintenant du programme. On l'a dit en introduction, il est copieux, 171 pages. Pour ma part, alors c'est très subjectif comme choix, j'ai sélectionné trois choses qui me semblent être les plus importantes pour, en tout cas pour celles et ceux qui s'intéressent aux questions environnementales. C'est le pacte social et écologique que vous prévoyez, si vous êtes suffisamment nombreux, le pacte agricole, un nouveau pacte agricole, et puis la politique énergie-climat, sachant que ces trois sujets sont évidemment interdépendants les uns avec les autres. Alors, ce fameux pacte social écologique que vous appelez de vos voeux, en quoi consiste-t-il? Que prévoit-il? Qu'est-ce que ça changerait finalement?
Alors, je viens de vous dire, l'enjeu, c'est vraiment de passer d'une économie qui détruit à une économie qui répare. Et j'ai coutume de dire, l'économie est la mère de toutes les batailles. Excusez-moi, j'ai un petit souci électronique. Voilà, c'est bon. L'économie est la mère de toutes les batailles. Et ce qu'il faut faire, alors c'est plus difficile à expliquer au grand public parce que les termes ne sont pas encore largement connus, mais vous les connaissez. Euh, En fait, on dépasse au niveau européen 6 des 9 limites planétaires. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est remettre l'économie dans son lit, la mettre au service de ces limites planétaires et donc instaurer de nouveaux critères de convergence au niveau européen, doter l'Europe d'un plafond environnemental où le critère de convergence serait le retour à ces limites planétaires. Et puis de l'autre côté, et je reprends la théorie de Kate Raworth, de l'autre côté, mettre en place un plancher social, faire en sorte que le socle des droits sociaux devienne enfin contraignant, qu'il soit élargi avec les objectifs évidemment de développement durable. Et c'est dans ce cadre-là qu'il nous faut avancer, ou en tout cas c'est cette orientation-là qu'il faut donner à l'Europe et qui peut redonner au projet européen finalement sa raison d'être, qui nous aide aussi dans le chaos international actuel à faire face aux enjeux de paix et de souveraineté pour l'Union européenne. Le pacte écologique qu'on propose, il vient concrétiser secteur par secteur, cette orientation-là. Donc, on aurait un traité environnemental qui ferait de la protection de l'environnement la norme des normes et qui instaurerait ces critères de convergence. On aurait le socle des droits sociaux un peu remanié qui deviendrait ce plancher social accompagné de différentes mesures sociales comme le droit de veto social et un pacte social écologique qui viendrait décliner la façon dont on s'y prend. Ce pacte social écologique, donc, il vient secteur par secteur, fixer des orientations, des objectifs, comme par exemple, et je vois la question de Sandy, donc j'essaie de la prendre un petit peu, même si je n'irai pas, on creusera après, mais comme par exemple cet enjeu de sortie de la vente des voitures thermiques en 2035, on a besoin de lisibilité, de clarté et de ne pas revenir en arrière sans cesse pour les secteurs industriels qui ont besoin de se préparer, qui ont besoin de s'organiser pour tenir ces objectifs-là. Et donc, on aurait ces objectifs secteur par secteur, on aurait aussi un pacte pour l'emploi qui permettrait véritablement d'accompagner les travailleurs dans la transition. Moi, je le dis souvent, on n'a pas demandé aux travailleurs s'ils voulaient participer à cette grande opération qui est la destruction du monde. Par contre, ils doivent absolument, impérativement, être au cœur de la bifurcation écologique. Ça veut dire renforcer le rôle des syndicats. C'est indispensable. Et il y a des menaces sur les libertés syndicales en Europe. Ça veut dire protéger les travailleurs dans la bifurcation. Il y a des activités dont on va sortir. Les énergies fossiles, la production les produits toxiques. Voilà. Donc, il faut absolument protéger et garantir un droit assurance chômage formation à chaque salarié européen dans le cadre de cette bifurcation écologique. Et il faut évidemment investir. Et donc les investissements seront aussi dirigés en fonction et avec la participation de l'ensemble des parties prenantes dans le cadre de ce pacte social écologique. Je rappelle ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, que cette capacité d'investissement, elle est impérative, et que le pacte d'austérité aujourd'hui adopté nous empêche de dégager les investissements nécessaires. On a commandé une étude à l'Institut Rousseau, non pas sur la relocalisation, non pas sur la sortie des produits toxiques, mais uniquement sur la décarbonation. Et uniquement pour la décarbonation, on a besoin de 260 milliards d'euros d'argent public supplémentaire par an pour pouvoir décarboner l'économie européenne. Donc, il faut réussir à le dégager. Ça doit prendre plusieurs formes, évidemment, des ressources propres, de fiscalité juste, un emprunt européen, mais on n'y arrivera pas dans le cadre du pacte d'austérité actuel. Et on prend par ailleurs beaucoup de retard. Ça répond aussi en partie à la question de Sandy par rapport à la Chine et aux États-Unis qui, quant à eux, dégagent des capacités d'investissement en n'étant pas dotés des règles extrêmement contraignantes qui sont aujourd'hui celles de l'Union européenne. Alors justement, si on parle d'argent, c'est avec l'économie la mère de toutes les batailles. Aujourd'hui, l'Europe est un petit peu au milieu du gué, à savoir elle a consacré beaucoup d'argent au financement du pacte vert et de toutes les mesures qui vont autour. Elle a en partie pour ça emprunté presque 900 milliards d'euros. Il faut d'ores et déjà commencer à rembourser cet argent. Visiblement, les États ne sont pas favorables à l'augmentation ni de leur contribution, ni de la capacité d'un nouvel emprunt pour l'Union européenne. Alors, comment fait-on?
sachant que les montants en jeu, comme vous l'avez dit, sont considérables, puisque je crois, enfin, même si les montants de devis évoluent selon les instituts de recherche, mais grosso modo, on peut tabler sur 1000 milliards d'euros à consacrer explicitement à cette chose-là. Comment est-ce qu'on trouve cet argent et comment on fait en sorte aussi que l'Union européenne et ses États membres retrouvent de la marge de manœuvre qu'ils n'ont absolument plus aujourd'hui? Oui, alors d'abord, désolée Valérie, mais je ne peux pas vous laisser dire que ce pacte vert a été financé. En réalité, quand le pacte vert a pardon. été mis en place, comment? En partie. On est Bah, d'accord. ouais, la question se pose. Quand le pacte vert a été mis en place, on nous a annoncé 1000 milliards d'investissements publics et privés sur 10 ans. En fait, on n'a pas vraiment vu la couleur de cet argent-là. On a travaillé, on a réussi à obtenir des victoires pour flécher une partie du budget de l'Union européenne existant, qui est très largement pas suffisant. Hein. L'Union européenne a un très petit budget par rapport à sa taille et à ses responsabilités. Et finalement, un plan de relance a été lancé suite à la crise sanitaire et au début de la crise en Ukraine, de la guerre en Ukraine. Donc, l'argent qui a été effectivement mobilisé était supposé aider un petit peu à la bifurcation écologique, mais surtout à soutenir l'économie actuelle, sans véritablement la transformer. Et donc, l'argent dont vous parlez, d'ailleurs, on n'a pas de vrai bilan consolidé de la façon dont il a été dépensé, et les premiers examens de la façon dont ça a été dépensé montrent qu'au niveau européen comme au niveau français, ça n'a pas tellement servi à la bifurcation écologique. Donc, voilà, on est dans une situation où le pacte vert n'a pas vraiment été financé. Et d'ailleurs, c'est une forme de trahison parce que Green Deal fait évidemment appel dans l'imaginaire collectif politique, en tout cas, au New Deal de Roosevelt, qui avait permis de protéger un petit peu quelques espaces naturels, etc., mais qui avait aussi donné plus de pouvoir aux salariés face au patronat, ce qui n'a pas été le cas dans le cadre du Green Deal, et dégager de l'argent public pour la transition, même si derrière, il y avait aussi des énergies fossiles. Bon, voilà, mais en tout cas, cette promesse de transformation de l'économie n'a pas été tenue dans le cadre de ce pacte vert, malgré les quelques textes arrachés depuis le Parlement européen sur la déforestation, le devoir de vigilance ou encore une fois la criminalité environnementale. Maintenant, cet argent, oui, il faut le dégager. Et donc, il y a 3 manières de le faire. 1, la redirection progressive, certes, mais complète, des fonds qui sont aujourd'hui employés pour soutenir cette économie qui détruit. On a des centaines de milliards d'euros qui sont encore dépensés en subventions aux énergies fossiles. Une partie est destinée à soutenir la population face à l'inflation des prix de l'énergie. Cette partie-là, c'est celle qui doit baisser le moins vite, évidemment, puisqu'il faut d'abord trouver de la substitution. Par contre, en 2022, on a eu 109 milliards d'euros qui ont été alloués aux entreprises des énergies fossiles, alors même qu'elles engrangent des bénéfices. Et donc ça, ce n'est plus possible. On a aussi des subventions néfastes à la biodiversité, en partie dans la PAC, et donc il faut que tout ça, ça s'arrête. Et c'est heureux, ça permet de financer une partie de cette transition. Donc 1, la redirection. 2, je vous l'ai dit, un emprunt européen. En tout cas, nous, sur les 260 milliards dont je vous parle, nous proposons que 130 milliards soient dégagés au niveau européen par un emprunt commun. Un emprunt commun requiert d'être remboursé, vous l'avez dit Valérie, déjà concernant l'emprunt relatif au plan de relance. Eh bien, on a besoin de ressources propres. Et ces ressources propres, il faut les trouver à travers une fiscalité juste. On parle de protectionnisme vert. Évidemment, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières doit être élargi à l'ensemble des secteurs, aux produits toxiques et nocifs à la biodiversité. Ainsi, nous le souhaitons, que tenir compte des différentiels de salaire. Excusez-moi, j'en ai pour une seconde. C'est l'heure du café. Voilà, donc un protectionnisme vert qui permettra de dégager un petit peu d'argent. Évidemment, un ISF climatique. Un ISF climatique qui, nous l'avons étudié avec le groupe des Verts, s'il était mis en place, pourrait permettre
de ramener, en taxant seulement les 0,5% des Européennes, des Européens les plus riches, pourrait permettre de ramener entre 210 et 280, en fonction de l'efficacité de la lutte contre les paradis fiscaux, milliards d'euros par an. Donc ça permettrait de couvrir en partie, en tout cas, ces dépenses pour le climat. Et nous considérons qu'effectivement, quand tout le monde pâtit du dérèglement climatique, et en particulier les plus modestes, c'est normal d'aller chercher de l'argent chez les plus riches, qui sont aussi malheureusement ceux qui polluent le plus. Et puis une taxation sur les entreprises harmonisées au niveau européen, c'est aussi ce qu'on demande depuis longtemps, et un certain nombre d'autres moyens de dégager ces ressources propres. Donc voilà pour ce qui concerne la fiscalité juste. Et puis le dernier point, c'est l'assouplissement du pacte de stabilité budgétaire, que j'appelle le pacte d'austérité, en tenant compte des impératifs de la bifurcation écologique dans la justice sociale. Il y a eu pas mal de propositions qui ont été formulées ces dernières années pour dire on retire les investissements dans la transition du calcul de la dette. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est que la dette soit examinée à l'aune de son exposition au dérèglement climatique. Et on sait qu'au fond, si on intégrait à la dette actuelle le coût du dérèglement climatique et de la destruction de la biodiversité, de la dépollution du monde, eh bien, la dette serait bien plus élevée. Donc, on demande une analyse de la soutenabilité et on demande à ce que ça permette de financer ces investissements dans la bifurcation écologique pour la justice sociale. Il faut bien comprendre que le pacte d'austérité a ce triple même impact. Je dis triple parce que, ça nous affaiblit, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, face à la Chine, aux États-Unis, aux autres grandes puissances qui, quant à elles, dégagent des moyens d'investissement considérables. Donc, on peut encore perdre ce qu'on a déjà perdu dans les dernières années, mais perdre encore dans la course aux technologies, aux activités relatives à la transition, de compétitivité notamment, puisque c'est le maître mot de nos détracteurs. Mais voilà, en fait, les choix qu'ils opèrent nous rendent plus faibles dans l'économie mondiale. Empêche de dégager les moyens d'investissement dans la bifurcation écologique pour sauver la planète et l'habitabilité de la planète pour l'humanité. Et puis 3, mettre les gouvernements face à des choix terribles. C'est-à-dire que les États qui auront le courage d'investir dans la bifurcation écologique seront contraints de couper dans les dépenses sociales, dans les dépenses dans les services publics ou dans la protection sociale. Et donc ça, c'est absolument terrible. En fait, ce qu'a fait la majorité politique, les conservateurs, les libéraux, les socialistes, c'est remettre dans la loi et installer de façon systémique l'opposition entre l'écologie et la justice sociale, alors qu'évidemment, les deux vont de pair. Petite question sur la fiscalité juste. Comment faire pour, grosso modo, finalement, taxer les riches, les plus riches, alors dans un espace commun où la règle, pour ces gens-là en tout cas, c'est la liberté de circulation des capitaux? C'est pour ça qu'il faut le mettre en place au niveau européen. Et il y a des discussions sur la mise en place d'un ISF au niveau mondial, tant mieux. Il faut que ça avance et il faut effectivement le faire parce qu'on a aussi besoin d'accompagner les pays du Sud en première ligne face au dérèglement climatique dans la capacité de déploiement d'une économie décarbonée et protectrice, voire réparatrice. Mais on peut déjà agir au niveau européen sans plus attendre. Et le niveau européen est effectivement une très bonne échelle pour ce faire. Dans l'étude dont je vous ai parlé sur la mise en place d'un impôt sur la fortune au niveau européen, les calculs qu'on a fait, c'est qu'il y avait un risque de fuite qui se limitait à 3,5%. Donc, ça veut dire que quand même, l'immense majorité des plus riches au niveau européen seraient susceptibles de s'engager dans cette transformation-là. Voilà, sans s'en aller à Dubaï, comme on l'entend dans la bouche de la majorité politique actuelle. Je crois me souvenir qu'au début de la campagne, vous préconisiez la création d'une sorte de fonds souverain pour reprendre le contrôle du capital de grands énergéticiens. C'est toujours à l'ordre du jour. Je crois que ce fonds devait être capitalisé à hauteur de 100 milliards d'euros, si ma mémoire est bonne. 100 milliards d'euros, c'est grosso modo la capitalisation aujourd'hui de Total et d'Engie, simplement. Comment feriez-vous pour reprendre le contrôle d'entreprises d'abord qui sont totalement privées pour Total et très majoritairement privées pour Engie, sachant que leurs principaux actionnaires sont hors de l'Europe, pour Total en tout cas,
et que vous n'échapperiez pas, en cas de volonté de prise de contrôle de ces entreprises, à des spéculations majeures qui feraient augmenter sensiblement le coût de la capitalisation de ces entreprises. Donc, est-ce que c'est bien réaliste? Alors oui, c'est réaliste, Valérie. Et ce qui est irréaliste, c'est le laisser-faire actuel. Parce que je vous ai parlé de la façon dont Total continue à investir dans le pétrole et dans le gaz. Engie ne fait pas partie du programme que nous avons présenté, hein, donc j'écarte Engie. Mais chez Eni ou chez Repsol ou chez Orlen, voilà, qui sont par contre concernés, on a toujours cette stratégie d'investissement dans le pétrole et dans le gaz. Or, les scientifiques nous disent qu'on ne peut plus ouvrir un seul nouveau puits de pétrole, de gaz et de charbon si on veut se mettre en capacité de tenir les objectifs de l'accord de Paris qui sont déjà quasiment inatteignables. Donc, on en a besoin, y compris pour notre économie. Le coût du dérèglement climatique en France, avec un réchauffement à plus 3 degrés selon l'ADEME, c'est 360 milliards d'euros seulement pour la France. Et donc, évidemment, entreprise à sortir des énergies fossiles et à tout réinvestir dans les énergies renouvelables, c'est vraiment un gain économique pour tout le monde à l'arrivée. Et donc, on a besoin de rentrer dans le capital de ces entreprises pour leur faire changer de stratégie. On a aujourd'hui des actionnaires qui essayent, qui n'y parviennent pas. D'ailleurs, on va le voir cette semaine avec l'AG de Total, qui n'y parviennent pas. Et donc, on a besoin que l'Union européenne, en tant que puissance politique, eh bien, qui décide de son avenir et en partie de l'avenir de la planète, rentre dans le capital de ces entreprises à travers un fonds de souveraineté écologique qui serait porté par la BEI qui rentre déjà dans le capital de certaines entreprises, je pense que c'est important de le rappeler, ça ne sort pas du chapeau, mais qui n'a pas pour l'instant cet objectif que de devenir véritablement la banque du climat, c'est-à-dire de faire en sorte de cesser tout investissement dans les énergies fossiles et de transformer l'économie pour cesser d'investir dans les énergies fossiles et tout rediriger vers les énergies renouvelables. Les 6 entreprises dont nous avons proposé de reprendre le contrôle, Total est de loin l'entreprise la plus capitalisée. Donc, c'est celle qui coûte le plus cher. D'où nos estimations à 100 milliards d'euros. Je vous ai dit tout à l'heure, en 2022, on a donné 109 milliards d'euros aux entreprises des énergies fossiles. C'est peu ou prou le même montant chaque année. Et donc, c'est ce montant-là qu'on propose d'investir, non pas chaque année, mais une fois, dans ce fonds de souveraineté écologique pour devenir actionnaire majoritaire de ces entreprises. Est-ce qu'il va y avoir des effets économiques de spéculation? J'imagine, Valérie. Après, seul le marché sait comment il va réagir, hein. Soit ils peuvent justement acheter de plus en plus d'actions et donc faire monter le cours des actions et rendre l'opération encore plus chère, soit ils peuvent au contraire s'en aller en se disant, même si les énergies renouvelables sont aujourd'hui les plus rentables, que peut-être qu'il y aura moins d'argent, etc. Donc, bon, voilà. Mais par contre, évidemment, la mise en place de fonds de souveraineté écologique, il va avec des décisions politiques de reprise en main de l'économie. Et donc, on arrête le cours des actions au moment où on prend la décision. Et c'est à ce moment-là, à ce prix-là, qu'on achète ces actions, qu'on rentre dans le capital et qu'on opère cette transformation. Mais encore une fois, je sais le défi économique que cela peut considérer, mais ce que je pense irréaliste, c'est de ne rien faire et de laisser ces géants du pétrole et du gaz continuer à détruire la planète comme ils l'ont fait en toute connaissance de cause, je le rappelle, dans les 50 à 60 dernières années. Pour mémoire, les 6 entreprises que vous vivez sont en part Total et Eni. Total, Eni, Repsol, Orlen, et évidemment, il va me manquer les 2 autres, mais je peux vous les retrouver très vite. D'accord. Alors, avant qu'on aborde la partie alimentaire et agricole, je vous propose, chers confrères, chers consoeurs, de participer et OMV. à les discussions. Sandy, tu as une question à propos du MACF et du secteur de l'automobile. Alors, je vais la poser pour elle. Où en est-on de la taxe carbone aux frontières, donc le MACF? Est-ce applicable au secteur de l'automobile quand on voit que l'Allemagne et la Suède fabriquent des voitures en Chine et que Stellantis vient d'annoncer qu'elle allait importer des voitures chinoises en Europe? Alors, attends, ça c'est écrit dans le... Est-ce applicable au secteur de l'automobile? Il faut. Alors, quand on voit que l'Allemagne est... Oui, alors, oui, Sandy, votre micro est un peu en difficulté.
Oui, non, mais on a besoin du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de ce protectionnisme, de protéger l'économie européenne et on a besoin de produire en Europe ce dont l'Europe a besoin. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles on a laissé filer en Chine la production de voitures, la production de batteries, mais aussi la production de substances et principes actifs pour les médicaments, hein, enfin, et un certain nombre d'autres biens, le textile, et on pourrait en mentionner d'autres, les panneaux solaires, c'est parce qu'on a renoncé, un, à investir, deux, à protéger nos entreprises. Et donc, il y a un besoin impératif et extrêmement urgent d'investir dans les technologies vraiment vertes. Les mots maintenant sont assez vidés de leur sens, mais dans des technologies vraiment vertes en Europe. D'où notre demande d'un plan d'investissement massif. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas repousser l'action en permanence. Moi, voilà, je viens de le dire et de l'expliquer, on ne peut pas repousser l'action, donc il faut absolument se fixer des objectifs et se mettre en capacité de les tenir sur les objectifs industriels, de voitures électriques, etc. Et à la fois investir dans l'économie française. Vous disiez juste au-dessus dans votre question d'avant, le RN a fait de la fin des voitures thermiques un espèce de totem. Il y a eu d'autres textes sur lesquels, par exemple, sur la rénovation des bâtiments, on a fini le vote avec un député d'extrême droite qui avait pris un sifflet et qui a sifflé sans discontinuer pendant 2 ou 3 minutes d'affilée jusqu'à ce que voilà, les services du Parlement s'approchent de lui. Mais cette fin des voitures thermiques, on en fait effectivement le chiffon rouge, espèce de cauchemar. Il y a quoi derrière? Il y a évidemment cet enjeu de produire en Europe ce dont l'Europe a besoin, d'où ce besoin impératif d'un plan d'investissement accompagné, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans le pacte pour l'emploi, mais de capacité d'un droit de préemption européen, tant pour l'Europe que pour les salariés, de passage en scope, etc. etc. Mais voilà, en tout cas, un besoin d'investissement pour produire en Europe ce dont l'Europe a besoin. Ça, c'est absolument incontournable, qui permettent aussi ce choc d'investissement de faire baisser les prix des voitures électriques à l'achat. Et puis, et j'étais la semaine dernière encore chez Revolt, qui est un garage de réparation des voitures électriques, et puis le déploiement tant de leasing que de la seconde main, des pièces détachées, etc., sur les voitures électriques. Et là, on fait face à une difficulté qu'on a déjà connue sur d'autres appareils électriques, comme avec Apple, qui est le fait que en fait, des entreprises comme Tesla essayent de faire en sorte que seul l'achat soit possible et non pas la réparation avec des pièces uniques, sans révéler les notices, etc., etc. Donc, il y a un grand besoin encore de législation pour garantir la réparation et là aussi de formation des mécanos, des garagistes, pour qu'ils puissent passer des voitures thermiques aux voitures électriques. Dans ses estimations préliminaires, la Commission ne disait pas que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE allait rapporter beaucoup d'argent. Je crois qu'on parle de quelques milliards d'euros par an au début du dispositif. Dans votre esprit, si vous élargissiez le MACF à tous les secteurs, en tout cas tous les secteurs les plus carbonés, cela peut apporter combien de ressources propres à la Commission, à l'Union européenne? Là, je ne peux pas vous répondre malheureusement parce que je n'ai pas les tableaux de calcul de l'Union européenne. Et quand je vous dis qu'il faut élargir de la question du carbone à la question de la biodiversité des produits chimiques et toxiques, et bien, malheureusement, et c'est l'un des soucis, c'est que finalement, on se préoccupe relativement peu de savoir quelle est l'empreinte biodiversité, l'empreinte matière et en produits chimiques et toxiques des produits que nous importons. Voilà, donc vous répondre est compliqué, mais ce serait quand même des montants considérables à terme, puisqu'évidemment, là aussi, il faudra que ce soit progressif. Une question de Béatrice Hérault. Béatrice, tu l'as posée en direct ou je l'ai dit? Alors, je vais la lire. Que penser d'un Buy European and Sustainable Act? Eh ben, on en a besoin. On en a besoin. Je vous l'ai dit, l'enjeu, c'est vraiment de passer d'une économie qui détruit à une économie qui répare. C'est-à-dire de faire en sorte que, finalement, les plus pollueurs contribuent à financer la bifurcation qui doit être portée par les salariés et par toutes les entreprises qui veulent changer de modèle ou s'engager directement, d'ailleurs, qui se créent dans des activités qui
qui prennent soin de la planète, de la santé, dont on n'a pas encore parlé ensemble, et pourtant c'est majeur, et de la création d'emplois sur le territoire européen. Pour ça, on a plusieurs leviers. L'investissement dont on a parlé, une TVA verte dont on parlera peut-être, je la glisse là au passage, j'en profite, et puis évidemment d'utiliser le levier de la commande publique. Alors, on entend beaucoup parler, et nous-mêmes avons défendu depuis longtemps, je pense que c'est nous d'ailleurs qui l'avons défendu en premier, l'idée d'un Buy European Act. Ça veut dire acheter en Europe, ça veut dire se mettre en capacité de soutenir cette économie européenne, en particulier dans les domaines stratégiques, hein, la santé, l'alimentation, l'énergie évidemment. Et ça fait aujourd'hui son chemin. On s'est beaucoup battu pendant cette mandature. On n'y est pas encore arrivé, mais on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas en France, la quasi-intégralité des partis se saisissent de cette question du Buy European Act et en font l'un de leurs axes. On a besoin, effectivement, que cette commande publique soit aussi durable. Et il y a une étude de Carbone 4 qui est sortie il y a très peu de temps, qui dit que finalement le critère de durabilité serait plus efficace encore dans la commande publique que le critère de localité, et que ce sont des centaines de milliers d'emplois qui sont potentiellement soutenables, créables, qui peuvent émerger grâce à ce Buy European and Sustainable Act. Alors moi, je l'appelle le Buy Green European Act, mais je pense qu'on parle à peu près de la même chose. Et c'est vraiment un impératif, encore une fois, parce que l'économie est vraiment la mère de toutes les batailles. Je peux vous donner quelques exemples d'entreprises dont on souhaiterait qu'elles puissent bénéficier de cette commande publique européenne. On a, dans le domaine environnemental, par exemple, pour les vêtements utilisés par les collectivités, le Mailleux, qui est du textile fait en France, qui est aujourd'hui en grande difficulté du fait de la concurrence chinoise. On a la Camif pour l'ameublement, ou encore Enercool, qui est une PME nantaise pour le revêtement des bâtiments dans le cadre des politiques d'adaptation pour les protéger. Donc, on a toutes ces entreprises sur le territoire qui essayent d'exercer leurs activités, qu'il faudrait absolument soutenir et qui sont aujourd'hui pas soutenues. Bah oui, la commande publique peut être un véritable levier en représentant à la fois 10% du PIB et 15% de l'empreinte carbone, non l'inverse, 15% du PIB et 10% de l'empreinte carbone de l'Union, de pouvoir soutenir, accélérer cette bifurcation écologique et de soutenir les acteurs sur le territoire européen en grande difficulté qui essayent de faire autrement. Alors, est-ce qu'on peut évoquer maintenant un nouveau pacte que vous appelez, là encore, de vos voeux sur l'agriculture et l'alimentation? Ben oui, avec plaisir. Écoutez, on a vu la colère, finalement la détresse des agriculteurs et des agricultrices de France et d'Europe pendant les mois qui viennent de s'écouler. Ils se sont mobilisés contre les normes environnementales, on l'a entendu, mais d'abord et avant tout contre un modèle qui les écrase, un modèle qui les étrangle, qui a mené au plus grand plan social, surtout en France, qu'on n'a jamais connu dans un secteur d'activité, qui contraint près d'un agriculteur sur 5 à vivre aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, tout en empêchant la population d'avoir accès à une alimentation saine à des prix abordables, d'avoir malheureusement de plus en plus accès à l'alimentation tout court. On a une précarité alimentaire qui explose, des files devant les banques alimentaires qui s'allongent, et puis ce modèle qui est un modèle de gaspillage au niveau mondial, 1 milliard de repas gaspillés chaque jour, alors qu'on a plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim à travers la planète. Donc ce modèle-là, il faut absolument y mettre fin. Et donc le nouveau modèle agricole qu'on appelle de nos voeux, il repose sur 3 pieds. Le premier, c'est de changer de modèle économique pour l'agriculture, c'est-à-dire une autre PAC, plus verte, plus juste, qui rémunère à l'emploi, à l'actif, plutôt qu'à l'hectare, qui soutient les bonnes pratiques écologiques, qui les reconnaît, qui les soutient financièrement aussi, qui contraignent les marges de l'agroalimentaire et de la transformation, et qui sortent des accords de libre-échange pour rentrer dans le protectionnisme vert. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc qui sortent des pesticides, voilà. Le deuxième point, c'est qu'on a besoin de garantir la possibilité pour à la fois celles et ceux qui sont en bio et qui sont en grande difficulté aujourd'hui, mais de toutes celles et tous ceux qui souhaitent changer de modèle, passer à une diversité de cultures, passer aux légumineuses, sortir des élevages intensifs pour rentrer dans d'autres modes d'élevage, etc. On a besoin de les soutenir financièrement. Et donc, on a besoin, en utilisant notamment la PAC, mais aussi les fonds d'investissement, de garantir une visibilité sur leurs revenus
à ces paysannes et ces paysans qui aujourd'hui ne connaissent pas le montant de leurs revenus sur une année, mais ni même sur un mois. Et donc, on a besoin de leur garantir cette visibilité sur 3 ans et d'accompagner cela d'investissements publics majeurs, tant dans le matériel, on change d'entrepôt, on sort des fermes-usines, bah, il faut changer, quoi. Il faut se débarrasser de cette ferme-usine, il faut changer de modèle. Enfin, donc, ça demande de l'argent. Donc, un plan d'investissement massif qui accompagne, et que dans la formation, pardon, et qui accompagne cette transformation du modèle agricole. Nous, on a estimé les besoins, encore une fois avec l'Institut Rousseau, à 44 milliards par an, en plus, publics, consacrés à cette transformation du modèle agricole. Et puis, le troisième point, le troisième pilier, c'est de mettre en place des protections sociales pour l'agriculture. On est juste au début, aux prémices de cette protection sociale, avec notamment les fonds qui sont parfois libérés pour faire face aux aléas climatiques ou aux épidémies dans les élevages. On a besoin de construire une protection sociale robuste au niveau européen pour couvrir, encore une fois, celles et ceux qui sont en première ligne des impacts des aléas climatiques, pour les protéger des aléas climatiques qui vont arriver de plus en plus fréquemment, malheureusement. Et c'est absolument indispensable que nous les aidions, que nous les soutenions pour faire face à ce dont ils ne sont malheureusement pas responsables, ou en tout cas loin d'être les seuls responsables. Y a-t-il des questions sur la partie agricole et alimentaire, agroalimentaire? Don't speak all together. Alors, question de Sandy à nouveau sur. Alors, je ne sais pas sur quel secteur ça s'applique, c'est sur l'agriculture ou en tout cas, l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord. Comment faire? Alors, sur quoi? Sur Oui, l'agriculture? je ne sais pas. Parce que c'est une Oui, c'est sur question un l'agriculture. peu Oui, large. oui, c'est sur l'agriculture. L'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord, hein. Si, elle s'est mise d'accord, malheureusement. Elle s'est mise d'accord pour détricoter les rares mesurettes environnementales au sein de la PAC. Elle s'est mise d'accord. Donc, ce dont on a besoin, c'est surtout de convaincre l'Europe de prendre une autre orientation, une autre direction. Et vous savez, il y a cette petite musique, et je vous parlais de propagande tout à l'heure, hein, cette petite musique qui dirait que les agriculteurs sont les ennemis des écologistes et vice-versa. Bon, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et en l'occurrence, le groupe Vert au Parlement européen est celui qui compte en proportion le plus grand nombre d'agriculteurs et d'agricultrices. Le Parti Vert européen est même coprésidé par un agriculteur autrichien, mais quand même. Et donc, on n'a pas de leçon à recevoir sur ces enjeux-là, mais surtout, nous connaissons la difficulté de développer aujourd'hui une agriculture qui est protectrice, parce que toutes les règles qui sont aujourd'hui mises en place défavorisent l'agriculture qui se veut respectueuse tant des êtres humains que de la planète et des écosystèmes. Donc, il faut absolument changer de modèle, et c'est sur ça qu'il faut mettre d'accord l'Union européenne, mais pour ça, il faut voter pour plus d'écologistes au Parlement européen et dans chacun des États membres. Question de Giulietta Gamberini. Giulietta, voulez-vous la poser vous-même? Non plus. Alors, bonjour. Comment garantir plus de visibilité sur les revenus agricoles, notamment? Alors, moi, ce que je propose là-dessus, mais voilà, c'est une proposition, mais c'est qu'on garantisse un revenu minimum aux agriculteurs et aux agricultrices en dégageant une partie des fonds de la PAC et une partie de ces fonds d'investissement dont j'ai dit que nous avions besoin. Voilà, si on leur garantit une visibilité sur 3 ans, de toute façon, ma conviction, hein, c'est que il s'agit là de chefs d'entreprise qui aspirent à vivre dignement de leur travail sans aide. Enfin, voilà, du fait d'un modèle économique qui fonctionne, ils n'ont pas nécessairement le souhait d'être dans des entreprises totalement subventionnées. Donc, cet enjeu de la visibilité sur 3 ans, elle est, à mon sens, indispensable si on veut leur donner les moyens d'engager cette transformation. Voilà, donc un revenu minimum sur 3 ans. Le montant dépendra des pays, hein, mais je pense qu'on peut partir sur la base du SMIC, au moins en France, voilà, pour pouvoir permettre d'y voir plus clair et d'engager cette transformation. En Autriche, il y a un revenu minimum qui a été donné aux agriculteurs qui ne s'élève pas au SMIC, mais qui a quand même permis, quand il a été mis en place, d'accélérer
justement cette transformation et de soutenir l'agriculture bio. Il y a encore des tas de problèmes en Autriche, je ne veux pas dire le contraire, il y a encore beaucoup de paysans qui sont contraints d'avoir une activité à côté de leur activité d'agriculteur. En France aussi, mais je pense qu'on peut aspirer aussi à ce qu'ils soient en capacité, en tout cas s'ils le souhaitent, de ne pas avoir besoin d'une activité complémentaire. Donc il faut aller un petit peu plus loin, mais voilà la nature de notre proposition, Julietta. Alors, si on a épuisé très rapidement le sujet agricole et agroalimentaire, à moins qu'il y ait d'ultimes questions, je vous propose de rentrer de plein pied dans la partie climatique, qui comprendra également la partie énergie. Vous êtes favorable, si j'ai bien compris, à un renforcement de certains objectifs. Je pense notamment aux 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2040. Mais finalement, vous suivez, une fois n'est pas coutume, le discours d'Emmanuel Macron sur le rythme de sortie des énergies fossiles, hein, qui serait selon vous 2030 pour le charbon, 2035 pour le gaz et 2040, enfin tous les autres, d'ici à 2040. Alors comment est-ce que vous comptez orchestrer ce programme? Alors, je suis surprise de voir que je suis les propositions d'Emmanuel Macron. Il a fait un discours à Dubaï où il reprenait ce même séquençage. Bah c'est bien qu'il s'inspire pour les objectifs des écologistes. Ce serait encore mieux s'il mettait en place des politiques qui permettraient d'atteindre ces objectifs, ce qui n'est pas le cas. Et on a vu qu'il a encore repoussé toute loi sur la programmation énergétique et que la France est nue en la matière à l'heure où on se parle. On a effectivement besoin de sortir des énergies fossiles le plus vite possible si on veut se mettre en capacité de sauver le climat. Voilà. La sortie des énergies fossiles, elle est impérative. On demande effectivement la neutralité carbone à l'horizon 2040 et le 100% renouvelable à l'horizon 2040. On a conscience que ces objectifs sont difficiles à tenir, et a fortiori parce que chaque mois que nous perdons, les mois que nous sommes en train de perdre aujourd'hui, rend plus difficile encore l'atteinte de ces objectifs demain. Et pourtant, on en a absolument besoin, sinon les coûts pour la société dans son intégralité seront d'autant plus élevés. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, sortir du charbon, bon, voilà, vous voyez ce que ça veut dire, vous voyez aussi ce que ça veut dire pour la Pologne, d'où les besoins massifs d'investissement, hein, voilà, et d'accompagnement des salariés. Sortir du gaz en 2035, moi j'ai travaillé sur le gaz pendant toute la mandature et je peux vous dire qu'on n'y est pas. Et qu'il n'y a même pas de réflexion sur la façon dont on va se libérer de ce qui est pourtant une énergie fossile. Ce qu'on a fait pendant cette mandature, au contraire, c'est de désigner le gaz comme une énergie de transition dans le cadre de la taxonomie. Et dans le cadre de tous les textes qu'on a examinés sur les infrastructures gazières, eh bien, nous n'avons pas réussi à imposer ne serait-ce que la réalisation d'une étude pour savoir comment est-ce que nous pourrons nous libérer du gaz, tant dans les maisons que dans l'industrie, qu'en termes d'infrastructures gazières qui sont sur le continent. Et puis, évidemment, il nous faudra aussi sortir du pétrole, même si, au regard du modèle qu'on a construit et qui nous a rendus totalement dépendants du pétrole, ça va être compliqué. Donc, votre question, Monsieur Larami, elle est un peu large. Moi, je dis, on a besoin d'investissements massifs, on a besoin de reproduire des panneaux solaires, des éoliennes, etc. sur le territoire européen. On a besoin qu'elles soient durables, on a besoin que ce soit recyclable et réparable. On a besoin d'investir dans les réseaux, on a des besoins d'investissement massifs dans les réseaux électriques. Et c'est vrai que c'est pas très sexy à porter dans une campagne électorale, mais c'est un réel besoin. Et d'ailleurs, RTE ne cesse de le souligner. On a aussi besoin d'investir dans les technologies, en particulier l'hydrogène issu d'énergies renouvelables et les batteries qui nous permettront de maintenir ce système et de faire en sorte que tout fonctionne avec les énergies renouvelables. Je finis par un troisième point qui aurait dû être le premier, qui est un enjeu de sobriété. On a besoin de chasser tout le gaspillage d'énergie qui est en cours aujourd'hui, que ce soit les fuites sur les réseaux qui ont besoin d'être renouvelés, très certainement aussi, j'imagine, du côté de la SNCF. Monsieur Farandou nous rappelle de façon régulière que les lignes de l'Est ont un siècle.
Donc, je ne sais pas quelle perte d'énergie on a là-dedans, mais j'imagine qu'il doit y en avoir un peu. On doit faire en sorte qu'on ne mette pas autant de voitures électriques sur les routes qu'il y en a aujourd'hui de voitures thermiques. Et on a évidemment besoin de lutter contre les passoires énergétiques. On a adopté ce texte dont je vous parlais tout à l'heure au niveau européen pour sortir des passoires énergétiques, mais on voit aussi que c'est l'une des activités qui est finalement les moins rentables pour les entreprises privées, et donc on a besoin d'investissements publics. La BCE pourrait d'ailleurs aussi se préoccuper de ce sujet pour des activités de ce type-là qui ne sont pas rentables. En fait, on pourrait imaginer avoir une création monétaire spécifique dirigée vers ces activités-là, mais évidemment, la question de la rénovation des logements et des bâtiments est absolument impérative, en plus de la construction des logements sociaux dont on a besoin et qui doivent être faits de la manière la plus respectueuse de la planète possible. Alors, je me fais taper les doigts par le service de presse de Marie Toussaint. Donc, on a très peu de temps. On a très, très peu de temps. Moi, je poserai ma dernière question et puis mes petits camarades aussi. Vous disiez que ce sera donc effectivement très difficile de sortir notamment du pétrole, raison sans doute pour laquelle le gouvernement français, mais pas que, prévoit d'investir assez significativement en faveur du captage de CO2 et d'autres technologies, je pense à la capture directe de CO2 dans l'atmosphère. Est-ce que vous êtes finalement, parce qu'il n'y a pas d'autre solution favorable à ces technologies-là, ou est-ce que, à contrario, vous luttez farouchement contre? Alors, je vais faire une réponse, et d'ailleurs qui peut être élargie à la question de l'hydrogène et de l'industrie. On a besoin, et je pense qu'on aura besoin de ces technologies-là. Le problème, c'est que le risque majeur, et d'ailleurs ce qu'on voit poindre, c'est que ce soit utilisé comme une façon pour ne pas réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'Union européenne est en train de déployer sa stratégie et d'amoindrir même ce qu'on avait réussi à arracher au début du pacte vert sur les enjeux climatiques, c'est en disant, mais finalement, si c'est adossé à des projets de capture et de stockage de carbone, tout ira bien. Ben non, tout n'ira pas bien. Et en fait, le gros des efforts doit être mis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre partout où cela est possible. Je vous ai dit que j'avais bossé sur le gaz. Avant la crise en Ukraine, il a été constaté que 63% du gaz utilisé par l'industrie européenne pouvait aisément être remplacé par des technologies matures d'énergie renouvelable, en particulier dans les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, c'est pareil, on n'en produit pas assez sur le territoire européen, donc il faut y aller, quoi. Enfin, on n'a plus de temps à perdre, ça suffit, faut y aller. Mais 63% du gaz, c'est énorme. Voilà. Bon, on doit réduire ces émissions-là, et c'est ça qui doit être la priorité des priorités. Maintenant, pourquoi je vous comparais la capture et le stockage de carbone aux questions de l'hydrogène? En fait, on utilise vraiment ça comme une manière de ne pas agir sur l'hydrogène. L'un des sujets, c'est que l'Union européenne veut déployer un réseau d'hydrogène, sans se soucier d'ailleurs que ce soit bien de l'hydrogène renouvelable, mais elle veut déployer un réseau d'hydrogène de la même manière qu'on a déployé les réseaux de gaz, c'est-à-dire avec des grands gazoducs qui parcourent l'Europe entière, alors que l'hydrogène serait d'autant mieux utilisé qu'il serait utilisé dans des bassins industriels, dans des clusters industriels, par exemple à Lac. Aujourd'hui, il y a une volonté d'installation d'un énorme réseau d'hydrogène qui aille de l'Espagne à l'Allemagne, alors que l'hydrogène blanc qu'on a trouvé dans les Pyrénées devrait servir à alimenter le bassin de Lac et les villes et villages environnants. Donc c'est ça la grande difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, c'est qu'on va avoir besoin, et c'est ce que dit le GIEC d'ailleurs, de ces technologies qui vont nous permettre de non-abattable en anglais, qui vont nous permettre de capter ce qui restera comme émission, parce qu'il y aura toujours des émissions qui resteront et qui seront incompressibles. Voilà, c'est incompressible. Mais que aujourd'hui, les politiques qui sont mises en œuvre et les subventions publiques qui vont avec considèrent que finalement, ça peut remplacer les objectifs de réduction de consommation de CO2. Et donc, c'est la raison pour laquelle, bien régulièrement, au Parlement européen, nous sommes contraints de voter contre les textes qui ont trait à ces technologies, non pas parce que nous sommes contre ces technologies en soi, mais parce que nous sommes contre la façon dont il est envisagé de les utiliser aujourd'hui. Y a-t-il d'ultimes questions avant que Marie Toussaint Ouais, après, il faut vraiment que j'y aille.
Une fois, deux fois, trois fois. Bon, ben, visiblement, on a épuré le sujet. Alors, on n'a pas épuré le sujet, il y On aurait n'a encore pas plein de épuré choses le à sujet, dire, y compris, on a asséché le lit de questions, en tout cas. voilà. Merci Marie Toussaint de nous avoir consacré votre temps et ben, plein succès pour la liste des écologistes aux européennes. Merci beaucoup et encore merci à vous pour tout le travail précieux que vous faites. À bientôt. Merci, Barbara.